Sais-tu ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi quand tu passes le cap des 65 ans? Pas ce que la société te dit, pas ce que les magazines te montrent avec leur sourire parfait et leur corps sans rides, mais ce qui se passe vraiment profondément dans ton rapport au temps, à toi-même, aux autres et à la vie. Je pose cette question parce que je la rencontre souvent dans mon cabinet, dans les conférences, dans les lettres que je reçois. Des hommes et des femmes qui ont traversé des décennies entières, qui ont élevé des enfants, construit des carrières, surmonté des deuils et qui se retrouvent à un moment donné face à quelque chose qu'ils ne savent pas encore tout à fait nommer. Quelque chose qui ressemble à la fois à une liberté nouvelle et à une inquiétude sourde. Quelque chose qui ressemble à de la sagesse et en même temps à de la vulnérabilité. C'est de cela que je veux te parler aujourd'hui, pas des clichés sur le vieillissement, pas des conseils pour rester jeune, mais des vérités profondes, humaines, souvent ignorées, parfois même évitées, sur ce que signifie vraiment vivre après 65 ans. Des vérités que la psychologie nous révèle, que l'expérience clinique confirme et que la vie elle-même, si on l'écoute avec attention, nous murmure depuis longtemps. Je t'invite à prendre un moment pour toi. Peut-être que tu es en train de marcher, de conduire ou simplement assis quelque part dans ta maison, quelle que soit ta situation, je te demande juste d'être là, d'être présent à ce que tu vas entendre. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas une liste de conseils. C'est une invitation à te regarder avec plus de bienveillance, avec plus de clarté et peut-être avec plus d'émerveillement que tu ne le fais habituellement. Nous allons explorer ensemble 8 vérités, 8 réalités psychologiques et humaines sur cette période de la vie qui commence après 65 ans. Et je te préviens d'emblée, certaines de ces vérités vont peut-être te surprendre. D'autres vont résonner immédiatement comme si tu les avais toujours su sans jamais oser les formuler. Et quelques-unes vont peut-être te bousculer un peu, te demander de remettre en question des croyances que tu portais depuis longtemps, mais c'est précisément cela, la croissance. Ce n'est pas toujours confortable. C'est parfois déroutant, mais c'est toujours une invitation à vivre plus pleinement. Alors commençons. La première vérité, celle que presque personne ne t'a jamais dite clairement, c'est celle-ci. Après 65 ans, le bonheur change de nature et ce changement est une bonne nouvelle. Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à penser que le bonheur ressemble à quelque chose de précis. Il ressemble à une promotion, à une maison plus grande, à des vacances exotiques, à la réussite de nos enfants, à la reconnaissance sociale. Il est tourné vers l'avenir. Il est toujours un peu plus loin que là où nous sommes et cette forme de bonheur, les psychologues l'appellent parfois le bonheur hédonique, ce bonheur fondé sur le plaisir, sur l'acquisition, sur l'atteinte d'objectifs. Mais il existe une autre forme de bonheur, une forme plus profonde, plus stable, moins dépendante des circonstances extérieures. C'est ce que les chercheurs appellent le bonheur eudémonique, ce bonheur qui vient du sens, de la connexion, de l'authenticité. Et voici ce que les études nous montrent et ce que je vois confirmé dans mon travail clinique. Cette forme de bonheur tend à augmenter avec l'âge. Oui, tu as bien entendu, elle augmente. Il y a un phénomène fascinant que les psychologues ont documenté et qui s'appelle le paradoxe du vieillissement. Des chercheurs comme Laura Carstensen à l'université de Stanford ont montré que les personnes âgées rapportent en moyenne des niveaux de bien-être émotionnel plus élevés que les jeunes adultes. Elles ressentent moins d'émotions négatives intenses, elles régulent mieux leurs émotions, elles apprécient davantage les petites choses et elles sont en général plus satisfaites de leurs relations. Pourquoi? Parce que quelque chose change dans notre rapport au temps. Quand on est jeune, le temps semble infini, on peut tout remettre à plus tard, on peut se permettre de courir après des chimères. Mais quand on commence à percevoir que le temps est limité, quelque chose d'extraordinaire se produit. On commence à choisir, on commence à prioriser ce qui compte vraiment, on laisse tomber ce qui ne nourrit pas. On se rapproche des personnes qu'on aime vraiment, on savoure les moments simples avec une intensité nouvelle. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée en thérapie. Elle était venue me voir parce qu'elle se sentait coupable. Coupable de quoi? De ne plus vouloir aller à certaines réunions de famille, de ne plus supporter certaines conversations superficielles, de préférer passer ses après-midi dans son jardin plutôt qu'à des événements mondains. Elle pensait que quelque chose n'allait pas chez elle, qu'elle devenait égoïste ou antisociale. Et je lui ai dit non, ce que vous vivez, c'est une forme de sagesse. Votre être profond a appris à distinguer ce qui vous nourrit vraiment de ce qui vous épuise. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Alors si tu te retrouves, toi aussi, à vouloir simplifier ta vie, à te sentir moins attiré par les grandes agitations et plus attiré par les choses simples et profondes, sache que ce n'est pas un signe de déclin. C'est un signe de maturation, c'est ton bonheur qui change de nature et c'est une très bonne nouvelle. La deuxième vérité est peut-être celle qui surprend le plus. Elle concerne la mémoire.
Et non, je ne vais pas te parler de déclin cognitif, je vais te parler de quelque chose de bien plus intéressant. Après 65 ans, la mémoire ne fonctionne pas moins bien, elle fonctionne différemment. Et cette différence a une valeur inestimable. Oui, il est vrai que certaines formes de mémoire, notamment ce qu'on appelle la mémoire de travail, cette capacité à retenir temporairement des informations pendant qu'on les utilise, peut légèrement décliner avec l'âge. Tu peux avoir plus de mal à retenir un numéro de téléphone que tu viens d'entendre ou à te souvenir du nom d'une personne que tu viens de rencontrer. Mais en même temps, d'autres formes de mémoire s'enrichissent considérablement. La mémoire sémantique, qui contient toutes tes connaissances sur le monde, continue de croître. La mémoire autobiographique, qui contient l'histoire de ta vie, devient plus riche et plus nuancée. Et surtout ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle, la capacité à te souvenir de ce qui compte vraiment, de ce qui a du sens, de ce qui t'a touché au cœur, cette mémoire-là devient plus sélective, plus précise, plus précieuse. Les chercheurs ont découvert que les personnes âgées ont tendance à se souvenir plus facilement des expériences positives que des expériences négatives. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de l'oubli. C'est une forme de sagesse mémorielle. Le cerveau apprend à filtrer, à garder ce qui construit et à laisser partir ce qui détruit. Et puis il y a quelque chose que j'appelle la mémoire du sens. Après des décennies de vie, tu as accumulé une quantité extraordinaire d'expériences. Tu as vu des situations se répéter, tu as observé des patterns dans les comportements humains. Tu as compris, souvent douloureusement, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les relations, dans les choix de vie, dans la gestion des émotions. Cette connaissance accumulée, c'est ce que les Grecs anciens appelaient l'aphronésis, la sagesse pratique. Et c'est quelque chose qu'aucun jeune, aussi brillant soit-il, ne peut avoir. Parce que ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit. Alors la prochaine fois que tu oublies où tu as mis tes clés, souris. Et rappelle-toi que ton cerveau est en train de faire quelque chose de bien plus important. Il garde une mémoire, ce qui compte vraiment. Laisse-moi maintenant te parler de la troisième vérité. Et celle-ci touche à quelque chose de très profond dans notre identité. Elle concerne notre rapport à l'authenticité. Après 65 ans, quelque chose d'extraordinaire peut se produire si on le permet. On commence enfin à être vraiment soi-même pendant des décennies. Nous portons des masques. Pas par hypocrisie, mais par nécessité sociale. On joue des rôles, le parent responsable, le professionnel compétent, le conjoint stable, l'ami disponible. On s'adapte aux attentes des autres. On modère nos opinions pour éviter les conflits, on cache nos doutes pour paraître solides, on sourit quand on a envie de pleurer et tout cela demande une énergie considérable. Mais après 65 ans, quelque chose change. Les rôles sociaux contraignants commencent à s'alléger. Les enfants sont adultes, la carrière professionnelle touche à sa fin ou est terminée. Le regard des autres pèse un peu moins lourd et dans cet espace qui se libère, une question émerge, parfois doucement, parfois avec une certaine urgence. Qui suis-je vraiment, moi, en dehors de tous ces rôles ? C'est une question magnifique et souvent effrayante, parce qu'on a parfois tellement bien joué ces rôles qu'on a perdu de vue ce qu'on aimait vraiment, ce qu'on pensait vraiment, ce dont on avait vraiment besoin. Je pense à un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il avait 69 ans, il venait de prendre sa retraite après 41 ans dans le même secteur professionnel et il me disait avec un mélange de soulagement et d'angoisse, je ne sais plus qui je suis sans mon travail. Et je lui ai répondu, peut-être que c'est précisément maintenant que vous allez le découvrir. Peut-être que toutes ces années de travail vous ont préparé à cela, à avoir enfin le temps et l'espace pour vous rencontrer vous-même. Cette période de la vie, si on l'aborde avec curiosité plutôt qu'avec peur, peut devenir une période d'une authenticité profonde. On peut enfin dire ce qu'on pense. On peut enfin choisir ses amitiés en fonction de ce qu'elles nous apportent vraiment. On peut enfin explorer des passions qu'on avait mises de côté. On peut enfin vivre pour soi, sans que cela soit de l'égoïsme, mais simplement de la cohérence. Erik Erikson, l'un des grands théoriciens du développement humain, parlait de la dernière phase de la vie comme d'une période de confrontation entre ce qu'il appelait l'intégrité et le désespoir. L'intégrité, c'est la capacité à regarder sa vie en arrière et à la trouver cohérente, sensée, valable. C'est la capacité à dire « j'ai vécu selon mes valeurs, j'ai aimé, j'ai essayé, j'ai contribué à quelque chose de plus grand que moi ». Et cette intégrité, elle n'est possible que si on a osé être soi-même. Si ce contenu t'aide à réfléchir sur ta propre vie, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Cela m'aide vraiment à continuer ce travail. Continuons avec la quatrième vérité. Et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Elle concerne la solitude.
Beaucoup de personnes après 65 ans craignent la solitude comme une menace. Et il est vrai que la solitude non choisie, l'isolement social est un facteur de risque important pour la santé physique et mentale. Ce n'est pas une chose à minimiser. Mais il y a une distinction fondamentale que j'aimerais que tu fasses avec moi. La distinction entre la solitude subie et la solitude choisie, entre l'isolement et la solitude. Entre le fait d'être seul parce qu'on n'a personne et le fait d'être seul parce qu'on a appris à apprécier sa propre compagnie. Après 65 ans, beaucoup de personnes découvrent quelque chose qu'elles n'avaient jamais vraiment eu le temps d'explorer, le plaisir d'être avec soi-même, le plaisir du silence, le plaisir d'une matinée sans agenda, le plaisir de penser sans être interrompu, le plaisir de lire, de créer, de contempler sans avoir à justifier son emploi du temps devant qui que ce soit. Les traditions contemplatives du monde entier, du bouddhisme au christianisme mystique, et passant par le stoïcisme, ont toujours reconnu la valeur de la solitude intérieure. Ce n'est pas un hasard. La solitude choisie est un espace de ressourcement, de clarté, des connexions avec soi-même. C'est dans la solitude qu'on entend sa propre voix, souvent étouffée par le bruit du monde. Je me souviens d'une patiente qui, après la mort de son mari, avait traversé une période de deuil intense naturellement. Mais progressivement, elle avait découvert quelque chose d'inattendu, une forme de liberté. Elle pouvait manger quand elle voulait, regarder ce qu'elle voulait, aller où elle voulait. Elle se sentait coupable de trouver cela agréable. Et je lui avais dit, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous aimez votre mari profondément et en même temps vous êtes en train de vous redécouvrir. Ces deux choses peuvent coexister. La solitude bien vécue après 65 ans peut devenir une source extraordinaire de croissance personnelle. Elle peut te permettre de développer une relation à toi-même que tu n'as jamais eu le temps de cultiver. Et paradoxalement, quand on est bien avec soi-même, on est souvent bien meilleur dans ses relations avec les autres parce qu'on n'attend plus des autres qu'ils comblent un vide. On les choisit pour ce qu'ils sont, pas pour ce dont on a besoin qu'ils soient. La cinquième vérité concerne quelque chose que nous portons tous et dont nous parlons rarement avec honnêteté. Elle concerne le regret. Après 65 ans, les regrets font partie du paysage intérieur. C'est inévitable. Personne n'arrive à cet âge sans avoir des choses qu'il aurait voulu faire différemment. Des mots qu'on n'a pas dit, des opportunités qu'on n'a pas saisies, des relations qu'on n'a pas suffisamment nourries, des rêves qu'on a abandonnés en chemin. Et la question n'est pas comment éviter les regrets parce que c'est impossible. La question est comment vivre avec eux. Il y a une étude fascinante menée par des chercheurs qui ont interrogé des personnes en fin de vie sur leurs regrets. Et ce qui est remarquable, c'est que les regrets les plus fréquents ne concernaient pas ce qu'on avait fait. Ils concernaient ce qu'on n'avait pas fait, les risques qu'on n'avait pas pris. Les conversations qu'on n'avait pas eues, les sentiments qu'on n'avait pas exprimés, les aventures qu'on n'avait pas vécues. Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a travaillé pendant des années en soins palliatifs, a compilé les 5 regrets les plus communs des personnes mourantes. Et le premier, le plus fréquent de tous, était celui-ci. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non la vie que les autres attendaient de moi. C'est une phrase qui devrait nous arrêter, qui devrait nous faire réfléchir, parce qu'elle nous dit quelque chose d'essentiel. Le plus grand regret n'est pas d'avoir échoué, c'est de ne pas avoir essayé. Ce n'est pas d'avoir aimé et perdu. C'est de ne pas avoir osé aimer. Alors que faire de tes regrets? Je te propose une pratique psychologique simple mais puissante. Prends un regret que tu portes. Regarde-le avec bienveillance, pas avec honte. Demande-toi qu'est-ce que ce regret me dit sur ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qu'il révèle de mes valeurs profondes? Et ensuite, demande-toi, y a-t-il encore quelque chose que je peux faire aujourd'hui qui soit dans la direction de ce que je regrette de ne pas avoir fait? Parce que le regret bien utilisé n'est pas une prison. C'est une boussole et il te montre où tu aurais voulu aller et parfois il n'est pas trop tard pour faire quelques pas dans cette direction. Passons maintenant à la 6e vérité. Et celle-ci touche à quelque chose que notre culture a du mal à accepter. Elle concerne la mort pas comme une fin mais comme une présence. Après 65 ans, la mort devient plus réelle. Non pas parce qu'on est condamné, mais parce qu'on commence à l'apercevoir comme une réalité concrète, pas seulement abstraite. On a perdu des amis, des parents, peut-être un conjoint ou un frère ou une sœur. On sent son propre corps vieillir et la question de la finitude de la vie devient incontournable. Notre culture en général fait tout pour éviter cette question. Elle la refoule derrière une obsession de la jeunesse éternelle, derrière des discours sur la performance physique, derrière une médecine qui promet de repousser indéfiniment les limites du corps. Mais ce refoulement a un coût, il nous empêche de vivre pleinement parce qu'on ne peut pas vraiment apprécier la vie si on refuse de reconnaître qu'elle a une fin.
Les philosophes stoïciens avaient une pratique qu'ils appellaient la meditatio mortis, la méditation sur la mort. Ils se rappela régulièrement que leur vie était limitée, non pas pour se déprimer, mais pour apprécier chaque jour avec plus d'intensité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées pour lui-même « Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une menace, mais comme un rappel de vivre maintenant ». Les recherches en psychologie confirment quelque chose de semblable. Quand les gens sont confrontés à leur propre mortalité de façon consciente et apaisée, ils font des choix différents. Ils se passent plus de temps avec leurs proches, ils s'engagent dans des activités qui ont du sens pour eux, ils laissent tomber les querelles inutiles, ils se disent plus souvent « je t'aime ». Je pense à un homme que j'ai accompagné après un diagnostic médical sérieux. Il avait 67 ans et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Depuis que je sais que je peux mourir bientôt, je me sens plus vivant que jamais. Chaque matin, quand je me réveille et que j'entends les oiseaux, c'est comme si je les entendais pour la première fois. Chaque repas avec ma famille est un cadeau. Je ne sais pas si c'est triste ou si c'est beau. » Et je lui ai répondu « C'est les deux à la fois. Et c'est exactement cela, la vie. » Si ce que tu entends résonne en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien me permet de continuer à créer ce type de contenu. La 7e vérité est une vérité sur les relations et elle est à la fois simple et profonde. Après 65 ans, la qualité des relations compte infiniment plus que leur quantité. Pendant toute notre vie active, nous accumulons des relations, des collègues, des connaissances, des voisines, des membres d'associations, des amis d'amis. Notre carnet d'adresses se remplit, nos réseaux sociaux s'élargissent et parfois on confond cette abondance de contacts avec une richesse relationnelle réelle. Mais après 65 ans, quelque chose se clarifie. On commence à voir plus nettement quelles relations nous nourrissent vraiment et lesquelles nous épuisent. On commence à comprendre que quelques amitiés profondes valent infiniment mieux que des dizaines de relations superficielles. On commence à investir son temps et son énergie avec plus de discernement. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Les recherches de la Harvard Study of Adult Development, l'une des études longitudinales les plus longues de l'histoire, ont suivi des hommes pendant plus de 80 ans pour comprendre ce qui contribuait le plus à leur bonheur et à leur santé. Et la conclusion était sans ambiguïté, ce qui compte le plus, c'est la qualité des relations, pas la richesse, pas la célébrité, pas même la santé physique, la qualité des relations. Robert Waldinger, le directeur actuel de cette étude, a dit quelque chose de magnifique. Les personnes qui étaient les plus satisfaites de leur relation à 50 ans étaient les plus en bonne santé à 80. Les relations chaleureuses nous protègent. Elles sont littéralement un médicament. Alors, après 65 ans, je t'encourage à faire un bilan relationnel. Non pas avec un regard critique ou culpabilisant, mais avec bienveillance. Demande-toi qui sont les personnes qui me font du bien, qui sont celles avec qui je me sens vraiment moi-même. Qui sont celles après lesquelles je me sens plus léger, plus vivant, plus heureux, et consacre-leur plus de temps. Appelle-les, invite-les, dis-leur ce qu'elles représentent pour toi. Et inversement, si certaines relations te pèsent, si certaines interactions te laissent systématiquement épuiser ou diminuer, tu as le droit à cet âge de ta vie de les laisser s'éloigner. Tu n'as pas à tout justifier. Tu n'as pas à tout expliquer, tu as juste à choisir avec douceur et fermeté les personnes avec qui tu veux passer le temps qui te reste. Il y a quelque chose d'autre que je veux ajouter sur les relations et c'est ceci. Après 65 ans, il n'est jamais trop tard pour réparer, pour tendre la main vers quelqu'un dont on s'est éloigné. Pour dire pardon, pour dire merci, pour dire je t'aime, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, j'ai vu des réconciliations extraordinaires se produire à des âges avancés. Des frères et sœurs qui s'étaient brouillés pendant 20 ans et qui se retrouvaient, des parents et des enfants qui avaient des non-dits depuis des décennies et qui osaient enfin en parler. Ces moments-là, je les ai vécus comme des privilèges dans mon travail, parce qu'ils montrent la capacité extraordinaire de l'être humain à se transformer, à grandir, à aimer, même très tard dans la vie. La 8e et dernière vérité est peut-être la plus importante et c'est celle sur laquelle je veux prendre le plus de temps parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel dans notre rapport à nous-mêmes. Après 65 ans, tu peux encore changer, tu peux encore apprendre, tu peux encore grandir. Et non seulement tu le peux, mais ton cerveau est biologiquement équipé pour cela. Il y a un mythe tenace dans notre culture qui dit que le cerveau adulte est figé, que les vieilles habitudes ne changent pas, que passé un certain âge, on est ce qu'on est et on ne peut plus évoluer. Ce mythe est faux. Les neurosciences l'ont démontré de façon claire et répétée, le cerveau humain possède ce qu'on appelle la neuroplasticité.
C'est-à-dire la capacité à se modifier, à créer de nouvelles connexions neuronales, à apprendre de nouvelles choses, à développer de nouvelles compétences, et ce tout au long de la vie. Bien sûr, cette plasticité évolue avec l'âge. Bien sûr, certains apprentissages demandent plus de temps et d'efforts qu'à 20 ans. Mais la capacité de changer, elle, reste intacte. Et il y a quelque chose d'encore plus fondamental qu'est la neuroplasticité. C'est ce que les psychologues appellent la capacité de post-traumatique grosse ou croissance post-traumatique. La capacité, après des épreuves difficiles, de se transformer, de trouver du sens, de grandir. Et cette capacité ne diminue pas avec l'âge, elle peut même s'enrichir. Parce qu'après 65 ans, tu as quelque chose que tu n'avais pas à 30 ans. Tu as la perspective. Tu as vu des crises arriver et passer. Tu as surmonté des choses que tu pensais insurmontables. Tu as eu une connaissance intime de ta propre résilience et cette connaissance est une ressource extraordinaire. Je pense à une femme que j'ai accompagnée qui avait 70 ans et qui voulait apprendre à peindre. Elle n'avait jamais fait de peinture de sa vie, elle avait peur d'être ridicule, peur d'être trop vieille pour apprendre, peur de ne pas être douée. Et je lui ai dit, la question n'est pas de savoir si vous allez être douée, la question est de savoir si vous allez prendre plaisir à essayer. Et elle a commencé. Et 2 ans plus tard, elle exposait ses tableaux dans une galerie locale, pas parce qu'elle était un génie, mais parce qu'elle avait osé commencer. Changer après 65 ans ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie devenir plus pleinement soi-même. Cela signifie cultiver des aspects de ta personnalité que tu n'as pas eu le temps de développer. Cela signifie apprendre des choses qui t'ont toujours intrigué mais que tu remettais à plus tard. Cela signifie oser des conversations que tu évitais. Cela signifie prendre des risques, certes différents de ceux de ta jeunesse, mais tout aussi réels et tout aussi nourrissants. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, attribuée à George Eliot. Il n'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez pu être. Je la trouve à la fois humble et audacieuse. Humble, parce qu'elle reconnaît que nous n'avons pas toujours été à la hauteur de notre potentiel. Audacieuse, parce qu'elle affirme que ce potentiel est toujours là, toujours disponible, toujours prêt à être activé. Alors je t'invite, avec toute la chaleur dont je suis capable, à ne jamais abandonner l'idée que tu peux encore grandir, que tu peux encore apprendre, que tu peux encore te transformer. Pas pour fuir ce que tu es, mais pour devenir plus pleinement ce que tu as toujours été au fond de toi-même. Maintenant, avant de conclure, je veux prendre un moment pour revenir sur quelque chose qui traverse toutes ces 8 vérités. Un fil rouge, si tu veux, et ce fil rouge, c'est la bienveillance envers soi-même. Si j'avais un seul message à transmettre à toute personne de plus de 65 ans, ce serait celui-ci. Sois plus doux avec toi-même, sois plus patient avec toi-même, sois plus indulgent avec toi-même. Nous vivons dans une culture qui valorise la performance, l'efficacité, la productivité. Et nous avons intégré ces valeurs si profondément qu'on continue à se rouger à l'aune de ces critères même quand on n'est plus dans le monde du travail. On se reproche de ne pas faire assez. On se juge pour ses oublis, ses lenteurs, ses limitations. On comparait son corps d'aujourd'hui à son corps d'il y a 30 ans. On comparait son énergie d'aujourd'hui à son énergie de la quarantaine. Et cette comparaison est injuste, elle est même cruelle, parce qu'elle ne tient pas compte de ce que tu as vécu, elle ne tient pas compte de ce que tu as donné, elle ne tient pas compte de la richesse de ce que tu es aujourd'hui. La bienveillance envers soi-même, ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas de l'aveuglement sur ses propres défauts. C'est simplement de se traiter avec la même gentillesse qu'on accorderait à un ami cher, c'est de se parler avec la même douceur qu'on parlerait à quelqu'un qu'on aime profondément. Et les recherches de Christine Neff, l'une des grandes spécialistes de l'autocompassion, montrent que les personnes qui pratiquent la bienveillance envers elles-mêmes sont en meilleure santé mentale, plus résilientes et face aux difficultés et paradoxalement plus motivées à s'améliorer que celles qui se traitent avec sévérité. Parce que la sévérité envers soi-même ne nous rend pas meilleurs, elle nous paralyse, elle nous décourage, elle nous enferme dans la honte, alors que la bienveillance envers soi-même nous libère. Elle nous donne l'énergie et le courage d'essayer, de recommencer, de grandir. Alors je t'invite à partir d'aujourd'hui à pratiquer ce geste simple quand tu te retrouves à te rouger durement, quand tu entends cette voix intérieure critique qui te dit que tu n'es pas assez, que tu aurais dû faire mieux, que tu es trop vieux pour ça, arrête-toi un instant. Prends une respiration et demande-toi est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime et si la réponse est non, alors parle-toi autrement. Voilà. Nous avons traversé ensemble ces 8 vérités. Laisse-moi les rappeler brièvement, comme on rappelle les étoiles d'une constellation avant de les laisser briller dans le ciel. Première vérité, après 65 ans, le bonheur change de nature et ce changement est une bonne nouvelle. Il devient plus profond, plus stable, plus ancré dans le sens et la connexion. Deuxième vérité, la mémoire ne décline pas, elle se transforme. Elle devient plus sélective, plus sage, plus centrée sur ce qui compte vraiment.
Troisième vérité, cette période de la vie est une invitation à l'authenticité, à être enfin pleinement toi-même. Quatrième vérité, la solitude choisie n'est pas un manque, c'est une richesse. C'est un espace de rencontre avec soi-même. Cinquième vérité, les regrets ne sont pas des prisons, ce sont des boussoles. Ils te montrent ce qui compte vraiment pour toi. Sixième vérité, reconnaître la finitude de la vie n'est pas une source de tristesse, c'est une invitation à vivre plus intensément, plus consciemment, plus pleinement. Septième vérité, la qualité des relations prime sur leur quantité, quelques liens profonds valant plus que des dizaines de contacts superficiels. Et huitième vérité, tu peux encore changer, tu peux encore apprendre. Tu peux encore grandir, il n'est jamais trop tard. Ces 8 vérités ne sont pas des théories abstraites, ce sont des réalités vivantes et observées, vécues par des milliers de personnes. Et elles sont disponibles pour toi maintenant, à cet âge de ta vie. Je veux terminer avec une image. Imagine un arbre en automne, ses feuilles changent de couleur, elles deviennent rouges, orangées, dorées, et certaines commencent à tomber. On pourrait voir cela comme un déclin, comme une perte. Mais il y a une autre façon de le voir. Ces couleurs magnifiques, l'arbre ne les avait pas au printemps, il ne les avait pas en été. C'est précisément à l'automne, après des mois de croissance silencieuse, que l'arbre révèle sa plus grande beauté, que ses couleurs les plus profondes apparaissent. Et toi, tu es cet arbre. Après 65 ans, tu entres dans ta période de couleurs profondes. Pas de déclin, de révélation de ce qui a mûri en toi pendant toutes ces décennies et qui peut maintenant se montrer pleinement. Cette vie que tu as vécue avec ses joies et ses douleurs, ses réussites et ses erreurs, ses amours et ses pertes, elle t'a façonné, elle t'a rendu qui tu es. Et qui tu es, c'est quelque chose de précieux, quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre ne peut être à ta place. Alors je t'invite à te regarder avec cet émerveillement, à te recevoir avec cette bienveillance, à avancer dans cette période de ta vie, non pas avec résignation, mais avec curiosité, non pas avec peur, mais avec ouverture. Non pas en regardant en arrière avec regret, mais en regardant devant toi avec la douce confiance de quelqu'un qui sait au fond de lui-même qu'il y a encore de belles choses à vivre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ton attention, pour ta présence, pour ta confiance. Si ce contenu t'a été utile, si ces mots ont résonné en toi d'une façon ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, un parent, un frère ou une sœur. Parfois, les mots qu'on entend au bon moment changent quelque chose à nous. Et peut-être que ces mots-là peuvent changer quelque chose pour quelqu'un que tu aimes. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi et rappelle-toi, il n'est jamais trop tard pour vivre pleinement.